L'épopée des corsaires débute par une distinction fondamentale. Un acte de droit qui sépare radicalement le serviteur de l'État du criminel des mers, car le corsaire n'agissait jamais sans sa lettre de marque. Ce document officiel, signé de la main du souverain, transformait un simple capitaine de navire civil en un auxiliaire de la marine de guerre, chargé de harceler le commerce des nations ennemies. À l'opposé, le pirate demeurait un paria naviguant pour son propre compte, sans Dieu ni maître, exposé à la pendaison immédiate en cas de capture, alors que le corsaire bénéficiait du statut protecteur de prisonnier de guerre. Cette activité, que l'on nommait la course, reposait sur une organisation financière méticuleuse où des armateurs privés investissaient des fortunes pour armer des navires rapides. L'objectif n'était jamais de détruire ou de couler le navire adverse, car le profit résidait dans la saisie de la cargaison et du bâtiment lui-même. Une fois la prise ramenée à bon port, elle était soumise au jugement du tribunal des prises qui vérifiait la légalité de la capture et apposait ses scellés avant de procéder à une répartition tripartite entre le roi, l'armateur et l'équipage. Dans le sud-ouest, cette économie de guerre a laissé une empreinte indélébile, notamment à Saint-Jean-de-Luz que les Anglais surnommaient le nid de vipères en raison de l'audace des marins basques. Ces navigateurs hors pair utilisaient l'Adour et les barres sableuses comme des refuges naturels, inaccessibles aux lourds vaisseaux ennemis. Bordeaux s'imposait comme le centre administratif et le poumon financier de ce système, où les grandes familles finançaient des navires qui pratiquaient souvent la course en marchandises, mêlant le transport du sucre et du café à la traque des convois ennemis sous la protection des fortifications de blé. Le navire corsaire était une merveille d'ingénierie navale, conçu pour la chasse et la vitesse plutôt que pour la puissance de feu frontale, privilégiant des modèles comme le Lougre ou la frégate. Ces bâtiments possédaient un faible tirant d'eau pour s'approcher au plus près des côtes et emporter un équipage pléthorique, parfois 10 fois supérieur à celui d'un marchand, afin de mener des abordages foudroyants. L'armement se composait souvent de boulets ramés, reliés par des chaînes, dont la fonction spécifique était de briser la mâture adverse pour immobiliser la proie sans l'endommager irrémédiablement. La vie à bord était un défi quotidien contre la faim, l'humidité et la maladie, loin de toute vision romantique. Le régime alimentaire tournait autour du biscuit de mer, une galette de farine cuite plusieurs fois pour durer des mois, qu'il fallait frapper contre la table pour en déloger les vers avant de la tremper dans du vin ou du grog. L'eau douce devenait rapidement imbuvable dans ces barriques de bois, et le manque de fruits frais provoquait le scorbut, une affection terrible qui faisait saigner les gencives et affaiblissait les corps les plus robustes. L'espace était si réduit que les hommes dormaient en bordée alternée de 4 heures dans des hamacs appelés branles, entassés dans l'entrepont où l'air était vicié. Lors des combats, ces mêmes hamacs étaient roulés et placés sur le bastingage pour servir de rempart contre les balles, une manœuvre qui a donné naissance à l'expression du branle-bas de combat. La chirurgie de marine était alors la seule issue pour les blessés, le barbier chirurgien pratiquant des amputations à vif dans l'urgence, utilisant l'eau-de-vie comme seul anesthésique et le goudron chaud pour cautériser les plaies. La navigation dans cette immensité exigeait une maîtrise absolue des astres et de l'estime, car l'on ne possédait aucun moyen technologique moderne. Le sextant et l'octant permettaient de mesurer la hauteur du soleil pour déduire la latitude, tandis que la vitesse était calculée en jetant le loch à la mer et en comptant les nœuds de la corde qui filaient entre les doigts. La longitude restait la grande incertitude du voyage, causant parfois des erreurs tragiques et des naufrages sur des récifs mal situés sur les cartes anciennes. Le silence des océans était parfois rompu par le langage muet des pavillons, un code secret permettant de communiquer à distance ou de tromper l'adversaire. La ruse de guerre autorisait un corsaire à arborer un drapeau neutre pour s'approcher de sa proie, avant de hisser ses véritables couleurs au moment de tirer le coup de semonce. Le pavillon noir servait d'intimidation pour obtenir une reddition sans combat, mais le pavillon rouge signifiait que la lutte serait totale et qu'aucune pitié ne serait accordée aux vaincus. Ce monde était aussi celui de figures légendaires, comme Robert Surcouf, le roi des corsaires malouins, célèbre pour avoir capturé le puissant Kent et pour sa repartie cinglante aux officiers britanniques. Les femmes n'étaient pas en reste, brisant les interdits pour prendre la mer par vengeance ou par nécessité, à l'image de Jeanne de Belleville, la lionne de Bretagne, qui teignait ses voiles en rouge sang. Anne d'Illeveux s'illustrait quant à elle dans les Antilles par sa bravoure au combat, tandis que d'autres se déguisaient en hommes pour servir fidèlement sous des noms d'emprunt. Les côtes étaient également le théâtre de légendes sombres, comme celle des naufrageurs landais qui égaraient les navires avec des lanternes fixées aux cornes de leurs bœufs, ou celle de la Dame Blanche qui hantait les dunes dans l'attente d'un mari disparu. On respectait des superstitions strictes, comme l'interdiction absolue de siffler à bord pour ne pas appeler la tempête. Cette culture maritime si particulière a fini par s'effacer après le traité de Paris en 1856, qui a aboli la course pour laisser place à une marine de vapeur plus industrielle. Il ne reste aujourd'hui de ce temps que les souvenirs de palanquets de butin déchargés sur les quais et l'architecture opulente des maisons d'armateurs de Saint-Jean-de-Luz ou de Bordeaux. L'histoire des corsaires demeure ce récit d'une époque où le courage individuel et la ruse de guerre étaient encadrés par la loi, créant une aristocratie de la mer qui a servi la France avec autant d'audace que de profit.
La fin de cette ère a marqué la transition vers un monde moderne où la guerre maritime est devenue l'affaire exclusive des États, refermant ainsi le livre des aventuriers de la lettre de marque.